Bonjour à toi, cher spectateur qui aime les gens qui parlent mais qui chantent en même temps, et bienvenue donc dans cette vidéo autour d'un film, mais alors dans le genre très atypique. Je pense que c'est la première fois que j'ai l'occasion de voir un tel film au cinéma avec une belle distrib, parce que mine de rien, vu la gueule du film et vu son propos et vu les gens qui sont dedans, ça a une très belle distrib. Les Reines du drame d'Alexis Langlois. L'histoire, le début se passe en 2055 lorsque Stevie Shady, un youtubeur qui est un petit peu à la ramasse, décide de fêter les 50 ans d'un single, un single qui s'appelle Patouche et qui a été fait par Mimi Madamour. Alors qui c'est Mimi Madamour, vous allez me demander? Eh bien c'est l'histoire que nous allons découvrir, et nous allons notamment découvrir l'histoire d'amour qu'elle a reconnue avec un chanteur punk, Billy Colère. Et ça, ce n'est que la base de l'histoire. Et vous allez découvrir plein d'autres choses derrière, et ça va être bien rocambolesque comme histoire. Et pour en parler avec moi, bah c'est la première fois qu'on fait une comédie musicale, mon cher. Oui, enfin. Il a défoncé mon micro. Je suis très heureux de parler de comédie musicale, j'adore, c'est un de mes genres préférés. Que ce soit les comédies musicales scéniques ou les comédies musicales filmiques. Qui ont des relations un peu particulières, mais là on parle d'une comédie musicale 100% filmique, qui n'a pas de spectacle à la base, donc très bien, c'est comme ça qu'il faut en faire au cinéma. Donc je suis très content de venir parler d'une comédie musicale, et surtout de cette comédie musicale-là, qui est très cool, qui est française en plus. Française, pas française, non, française. Non mais je trouve ça d'autant plus cool qu'on a une vraie tradition de la comédie musicale en France, qu'on a tendance un peu à oublier. Ah bah ça c'est clair, voilà. Ça c'est clair. Et puis c'est un genre qu'on renie un petit peu depuis plusieurs années, alors qu'il y a eu une époque, il y avait des cinéastes même qui s'essayaient à détourner l'idée même de comédie musicale. Je pense à Alain Resnais qui, pendant une période de sa vie, était vraiment obsédé par cette idée de torturer la comédie musicale et de la faire rentrer dans des espèces de gonds un petit peu bizarres. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, j'ai pas vu beaucoup de réalisateurs français se frotter à ce genre-là. Je repense à, comment il s'appelle, le réel de Finalement, là... Claude Lelouch. Ouais, voilà. C'est vrai que même lui, à une époque, se frottait frontalement à une forme de comédie musicale. non mais enfin, juste un truc... Jacques Demy, de toute façon, enfin, les mecs qui bossaient avec Michel Legrand, en fait. Juste un truc qu'il avait dit dans un vidéoclub, qui disait, je pense que la comédie musicale, c'est l'aristocratie de ce métier, il n'y a rien de plus dur. Ah bah ça, Je suis assez d'accord avec lui, en vrai. Mais du coup le film... Pardon, j'aime bien les comédies musicales, j'ai dérivé. Oui, le film. Mais tu as raison de dériver, c'est bien. Non, alors moi pour placer un petit contexte, en fait le film, donc j'en ai entendu parler pour deux raisons. La première c'est parce que de 1, il est passé à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et de 2, c'est parce qu'en fait Alexis Langlois, c'est un petit nom que j'entends circuler chez Cinépride depuis maintenant plusieurs années. On va dire que l'équipe de Cinépride en fait en parle avec une immense adoration, aime beaucoup le travail d'Alexis Langlois parce que même si c'est son premier long métrage, il a fait une batterie de courts métrages derrière qui ont tous une réputation de fou et qui ont fait le tour des festivals queer à travers le monde. Il a fait un clip pour Bilal Hassani aussi. Tout à fait. Ça je saurais pas te dire par contre. J'ai plus le nom. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un, c'est une sommité dans le monde queer et dans le monde LGBTQI+, qui est vraiment réputé. Et donc, du coup, lorsque les Reines du drame a été annoncé, moi au début, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce film avec ce titre qui fait en même temps très français et un peu moderne. Et là, on me dit, c'est, tu sais, le mec Alexis Langlois dont on n'arrête pas de te parler, là, c'est son premier long métrage, ça a l'air trop bien. Et du coup, je me suis dit, vas-y, il faut que j'aille le voir. Et je l'ai vu. Et avant d'en parler, je vais me tourner d'abord vers toi, mon cher collègue, te demander ce que tu as pensé des Reines du drame. Alors, je vais rajouter un petit contexte qui était que moi j'en avais un peu entendu parler au moment de la quinzaine de Cannes parce que le film avait un peu fait sensation. Et j'en ai réentendu parler au moment de Cinépride, du coup, cette année qui fêtait ses 20 ans et qui a diffusé les Reines du drame en présence du réalisateur. J'étais pas là, j'avais un somme infini puisque tout le monde l'avait vu et me disait tu vas trop kiffer. Donc j'ai patiemment rangé mon frein jusqu'en novembre pour le voir. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé des Reines du drame? Et c'est, je vais dire une phrase cliché, mais je pense que c'est vrai, c'est instantanément culte. Je pense que c'est un film qui est appelé à devenir vraiment un film qu'on va se passer de génération en génération, au même titre que le Rocky Horror, où on va reciter les chansons, on va reciter les répliques, les personnages peuvent devenir des icônes. C'est vraiment le genre de film qui fait plaisir, qui est libre, qui a un ton bien à lui, ultra atypique, qui est fun, qui est drôle, qui est touchant, qui parle à plein de générations différentes. Et c'est surtout, j'espère enfin, c'est surtout un film qui te fait dire, c'est cool qu'Alexis Langlois se lance dans le long métrage. J'ai un de ses cours de La Terreur mes sœurs quelque part sur un disque dur que j'ai pas encore vu, mais apparemment c'est un style qui
qu'il, il, on va alterner entre les deux, qu'il développe pas mal. Ah bah ça fait plusieurs années qu'il bosse dessus et que clairement il l'a peaufiné au travers des courts-métrages pour faire en sorte que ce long-métrage ait la gueule qu'il a actuellement. Et ouais, t'as tout de suite une patte qui détonne, qui est cool, et c'est un film que t'as tout de suite envie de défendre, de recommander, que t'as envie de montrer à des gens pour les voir réagir au truc et tout. Ouais, c'est vraiment un film qui tout de suite t'es hyper attachant par ce qu'il propose et le fun avec lequel il le propose. Enfin voilà, ouais, non, Les Reines du Drame, c'est trop bien. Je vais te soutenir là-dessus. Mais c'est aussi pour ça en fait que j'ai voulu t'avoir. C'est parce que je me suis dit, si je fais une vidéo seule, je vais pas réussir à permettre aux gens d'avoir les bons arguments, ou en tout cas assez d'arguments, pour pouvoir donner envie aux gens de voir le film. Et tu l'as très bien dit, il faut que les gens voient ce film. Pour la simple et bonne raison en fait que c'est un film qui est tellement atypique dans le paysage audiovisuel français, mais même de manière internationale à l'heure actuelle. Parce que c'est vrai que, on va dire, cinéma queer, ou en tout cas cinéma un peu hors des codes, hors des normalités, on va dire, hors des facilités même qu'on peut voir dans certains types de longs métrages, c'est difficile dans les réseaux de cinéma classique de trouver ça. Il faut aller dans des festivals, il faut aller dans les festivals comme Chéri Chéri, il faut aller à Ciné Pride. Enfin, faut essayer de... Il faut trouver le bon endroit où tu sais que tu vas pouvoir mettre la main sur ce genre de long métrage. Et te dire que là, tu as l'opportunité d'en avoir un qui est bien distribué. Parce que c'est quand même une centaine de salles, là, Les Reines du Drame. C'est une bonne distribution, voire même une très bonne distribution pour un film de cet acabit. Se dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir s'en emparer, ou même d'autres qui vont aller voir le film par pur hasard, et qui vont du coup peut-être voir un film qui va vraiment les transporter, leur faire voir le cinéma différemment, se dire c'est pas classique, mais j'adore. Et c'est ça en fait qui est bien avec ce genre de film, c'est de te dire qu'il y a une forme d'audace, il y a une forme de véracité et d'intensité, et même de passion, je pense, pour une certaine idée du cinéma qui est plus présente dans notre production audiovisuelle francophone depuis maintenant de très nombreuses années, cette envie de vouloir faire vraiment un cinéma qui mélange les codes, qui mélange les genres, qui mélange les clichés, les facilités, et qui pour autant essaye d'en faire quelque chose qui est torturé et barré, et qui du coup devient un espèce d'objet complètement hybride, que certains vont dire comme monstrueux, mais moi que je dirais comme fantasque et comme complètement fou. Et c'est ça qui me plaît quoi avec ce genre de film. Et ça fait du bien, vraiment du bien. Ouais, non mais je suis d'accord, c'est vraiment un film qui te chope quoi, et que t'as envie de chérir au plus profond de toi-même. Il te chope par le callback, il te fout 2-3 claques et il dit tu m'aimes, oui je t'aime. Je vais faire un petit, avant qu'on rentre dans le détail, je vais faire un petit point. C'est une équipe, le film a été fait par une équipe très très queer, avec beaucoup de personnes non binaires ou trans, etc. Donc normalement, on a fait gaffe, on a été chercher les genres de chacun sur internet. Je pense qu'on va beaucoup utiliser Yel. On va beaucoup alterner aussi. S'il y a des erreurs, si les gens de l'équipe du film nous tombent dessus, voilà, vraiment désolé. On a essayé, c'était pas forcément facile de trouver des infos, malheureusement à mon grand désarroi. Voilà. De l'indulgence. Mais de oui, la bienveillance. Mais nous ne voilà. sommes qu'amour et paix. Ici. Voilà, et surtout, voilà, on va essayer au maximum de respecter les gens parce qu'on n'est pas des merdes, je crois. Exactement, je crois. Je suis pas sûr, je crois. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Donc l'écriture, c'est Thomas Colino, Carlotta Coco et Alexis Langlois qui sont à la base de cette écriture. Je pense qu'on peut aussi intégrer Pierre Desplat, qui est un des compositeurs de la bande originale du film, qui a beaucoup participé notamment à l'écriture des paroles avec Alexis Langlois. Donc je pense qu'on peut un petit peu le greffer au scénario, parce qu'on va forcément devoir évoquer les paroles des chansons pour aller avec, parce qu'on est dans une comédie musicale. Et c'est là que je me rends compte que j'ai pas si souvent que ça l'habitude en fait de critiquer des comédies musicales sur cette chaîne, tu vois. Bah ouais. Parce que je parle rarement des paroliers. T'as fait Emilia Pérez. Oui, c'est ça. C'est vrai. Récemment. Voilà. C'est vrai. Non, Gloria, tu l'as pas fait? Non, je crois pas. Si, peut-être. Ouais, je reparlerai de Gloria parce qu'il y a un rapport entre ce film et Gloria que je trouve intéressant. Non, mais déjà, en termes de structure dramatique, c'est très rigolo parce que donc c'est un film qui part d'un postulat futuriste, entre guillemets, parce que l'objectif, c'est de nous poser dans une temporalité où on va revenir dans le temps en 2005, ce qui est très rigolo de partir très loin dans le futur et de revenir pas très loin dans le passé, mais de se dire... Oh, 2005, c'était pas si loin que ça, et pourtant ça me semble être une éternité. Ok, et à partir de là, en fait, je trouve que le film devient une espèce d'immense défouloir où les trois auteurs, Rhys, se sont dit « Allons-y, amusons-nous avec toutes les références pop qu'on a de cette période-là, prenons un petit peu de pop star, prenons un petit peu de Star Academy, prenons un petit peu de toutes ces stars de la musique du début des années 2000 qui ont percé et qui en même temps se sont effondrés en une fraction de seconde et ont juste essayé de toucher un petit peu les étoiles et ont même pas réussi à atteindre la stratosphère. »
c'est drôle en fait de voir à quel point ils ont eu envie de mêler plein de choses et d'inclure au sein de ça un univers queer qui donne de la portée en fait au parcours de ces personnages, parce que forcément c'est en écho avec soit la vision qu'ils ont du cinéma, soit aussi un petit peu la vision des mentalités aujourd'hui, du fait de mélanger un petit peu tout le monde. Et c'est le premier truc que j'ai envie de noter, c'est qu'il y a un vrai amour de l'univers des pop stars et de la pop en général. Il y a beaucoup de refs, notamment la référence principale c'est Britney Spears. Il y a des scènes qui sont texto reprises de la vie de la vie médiatique. Laissez Mimi alone. Voilà, on reprend cette vidéo là dans une scène absolument incroyable. Mais de manière générale, en fait, tout ce qui tourne autour, il y a beaucoup de reprises des vidéos de fans, de certains réseaux. Il y a une parodie de Combini à un moment que j'ai trouvé, c'est très français comme référence, hein. Je pense que mais c'est très drôle. Mais c'est très drôle. La scène avec Combini est hilarante, et je fais un tout petit lien avec la mise en scène, et en plus, Langlois arrive à briser le dispositif de mise en scène de Combini pour tirer un truc de ça, c'est génial. Il y a plein de moments comme ça où en fait on va à la fois dans l'écriture et à la fois dans la mise en scène, on va reprendre des formats connus ou des scènes connues, et on va reproduire très fidèlement le dispositif, que ce soit dans l'écriture, ce qui se passe, etc., tout en le détournant. Et pour moi, ça démontre une vraie connaissance de l'univers de la pop et de comment le détourner pour revenir vers autre chose. Et ça, pour moi, c'est un des premiers tours de force d'écriture du film. Complètement, complètement. Et moi, l'autre gros tour de force que je trouve très imposant, c'est que ils ont réussi à inclure une histoire d'amour entre guillemets simple entre deux personnages, je dirais pas sommaire, mais en tout cas classique. Et ils ont réussi à inclure ça dans une espèce de dramaturgie qui est extrêmement dense. J'ai jamais eu la sensation que c'était une histoire trop intime. J'ai eu l'impression que dans le rapport qui était entretenu entre ces deux personnages, dans la manière de structurer leur dramaturgie, dans la manière de faire évoluer les protagonistes, de jouer aussi sur leur code et leur manière d'aborder la musique, il y avait vraiment une envie de vouloir développer quelque chose de grand, d'immense, de costaud, voire même de monumental. Par instant, j'ai vraiment cette sensation de me dire, attends, c'est le premier film d'un mec ou c'est un gars qui s'est vraiment dit à un moment, vas-y, prenons plein de trucs et essayons d'en faire un film qui soit gorgé de références et qui ne sonne jamais pour autant comme une espèce de pot pourri de plein de trucs. Moi, ça m'a éclaté en fait de voir que je suis devant un film où j'ai une bande d'auteuristes qui se sont dit, allons-y, allons jusqu'au bout de notre délire, et si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, au moins on aura essayé. Et moi ça me plaît, tu vois, le fait d'avoir une Mimi Mamadou qui commence de manière très gentille, très fluette, de l'avoir évolué, de l'avoir progressé, de l'avoir se construire et se détruire aussi de manière très amusante, un peu comme une Miley Cyrus s'amusera à le faire. Enfin, le fait de voir qu'il y a aussi des trucs comme ça qui sont greffés dans la dramaturgie, de jouer sur le côté on t'iconise, on te rend toute mignonne, on te rend toute gentille, et ensuite tu veux te déconstruire pour justement essayer d'aller à l'encontre de ce que tu étais, pour aussi t'ouvrir vers d'autres opportunités, d'autres possibilités. Enfin, c'est plein de trucs qui en même temps sonnent comme des éléments de dramaturgie simples, et derrière tu te dis, ça a une cohérence par rapport aux personnalités queer, à la communauté LGBTQIA+, qui a envie aussi un petit peu de s'émanciper de certains carcans dans lesquels on les enferme, de certaines étiquettes aussi qu'on leur colle, de certains clichés, de certaines facilités, et le film arrive à parler de ça, tout en racontant juste une histoire d'amour entre deux pop stars. Encore une fois, moi je dis banco, je trouve ça trop cool. Et ouais, enfin, il y a une belle densité thématique et narrative dans le film. Et tout en, je trouve que c'est aussi une grosse force, c'est que le film aborde beaucoup de choses de manière très abstraite ou en toile de fond, notamment, donc une des raisons qui fait que l'histoire d'amour va battre de l'aile, c'est une certaine pression à pas apparaître lesbienne. Et en fait, le film fait pas, je vais pas dire l'erreur, mais fait pas le choix d'incarner ça dans un personnage précis qui va leur dire non, ne soyez pas lesbienne, c'est pas bien. Mais d'incarner ça de manière beaucoup plus diffuse. On va presque dans une forme de système en fait, ouais, système médiatique et culturel. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est beaucoup plus proche, je pense, de ce qui peut arriver dans ces cas-là, plutôt que avoir une espèce de personnage de méchants homophobes. Ou même un personnage de mère ou de père qui sera un petit peu trop oppressif et qui aurait tendance à enfermer le personnage. Enfin, c'est ce qui arrive souvent. Il y a une seule scène, ouais, mais ouais, il y a une seule scène comme ça, et la mère n'est même pas présente physiquement. C'est ça. Le fait très forte d'ailleurs, cette scène-là, je la trouve très très juste. Le fait d'incarner ça de manière très abstraite, enfin du coup de ne pas incarner ça de manière très abstraite, je trouve ça très intéressant, et c'est un peu un contre-pied avec la manière de traiter ces sujets-là qu'on a souvent.
Et l'autre point que je trouve intéressant dans leur relation, c'est que il y a un vrai numéro d'équilibriste et ça reste tout le temps naturel parce que il y a plein de moments où je me dis cette scène-là, elle pourrait être hyper casse-gueule et on pourrait ne plus croire au couple à cause de cette scène. Et à chaque fois, au niveau de l'écriture des dialogues, il y a un truc où tu fais ouais, mais ça fait naturel. En fait, il y a une vraie sincérité, je trouve, qui se dégage du rapport qui est entretenu entre Billy et Mimi, dans le sens où ça pourrait être, comme tu dis, des énormes caricatures. On va pas se mentir, c'est des personnages, si tu t'arrêtes à leur surface, il y en a une, c'est le cliché de la pop star qui assume pas certains choix, et l'autre, c'est le cliché du punk qui a tendance à en faire des caisses et à vouloir aller beaucoup trop loin dans le hardcore. Et le fait d'équilibrer et de montrer que derrière, c'est pas des façades en fait qui montrent au public, mais c'est une image qui se crée pour paraître d'une certaine manière, alors qu'en fait, bah, par exemple, Billy, c'est quelqu'un qui a le cœur tendre, et Mimi, ça peut être aussi une roqueuse un peu vénère. Et ben je trouve ça rigolo parce que toute l'idée du film, c'est de montrer qu'à la société, on renvoie une image, mais que parfois, cette image, on peut aussi s'amuser à vouloir la détruire, à vouloir la déconstruire, à vouloir en faire quelque chose de différent. Il y a un propos sur l'image publique qui est hyper intéressant. De se modeler, en fait. De se modeler en fonction de ce qu'on a envie de faire ressentir aux autres et surtout de ce qu'on a envie d'exprimer et d'être. C'est aussi un film sur la liberté d'expression, d'une image qu'on a envie de se créer, d'un rapport qu'on a envie d'entretenir avec l'autre, d'une manière qu'on a de regarder la société. C'est un film qui parle beaucoup de l'image qu'on renvoie, mais aussi de l'image qu'on veut être, de ce qu'on veut être profondément en tant qu'être humain, et que parfois c'est très compliqué, qu'il faut trouver une balance pour pas non plus paraître comme une caricature, mais pour en même temps assumer certains choix. Et en même temps, ce qui est chouette, c'est que, ce que je disais sur la relation, c'est qu'il y a plein de petits dialogues, notamment, je pense à un moment, elle parle de musique, elle commence à s'engueuler en mode de toute façon t'aimes bien telle musicienne mais c'est de la merde mainstream, c'est de la musique de bourgeoise et tout, ouais bah vas-y, toi t'es punkette, t'étais dans un groupe de girls band, tu te fous de ma gueule et tout. Et ça pourrait être le genre de truc où tu crois plus à la relation en mode oh s'engueule, j'ai pas envie qu'elles soient ensemble, mais t'y crois parce que ça en fait c'est des engueulades sur un sujet tellement nul. T'es en mode mais oui mais je crois à cette relation en fait parce que c'est des engueulades ridicules, du coup elles sont attachantes donc t'es embarqué dans la dramaturgie. Il y a un autre truc que je trouve intéressant dans leur relation et qui est encore une fois dans l'intensité thématique du film, c'est que du coup à travers ce qui va leur arriver t'as un peu deux formes de queerness qui s'affrontent, c'est-à-dire que t'as Billy sans concession, qui dit à tout le monde d'aller se faire foutre, qui assume très publiquement, qui vit dans les scènes underground, etc. Et Mimi qui est plutôt le fait de le cacher ou d'avoir un truc très policé, très mainstream, en mode ouais c'est super d'être queer, mais bon faut pas trop le dire parce que sinon les gens ça va être clivant, etc. Le film propose une forme de réconciliation entre les deux, mais c'est un angle thématique que j'avais pas trop vu et qui est intéressant. Justement, notamment aujourd'hui où, vu qu'on en parle beaucoup plus, il y a beaucoup plus de formes de queerness qui coexistent. Et du coup, le film propose un peu une réconciliation entre toutes ces formes. Pareil, le personnage de Billy Shady est aussi une autre forme de queerness. Et c'est voilà, c'est pour dire que même si... Là, tout ce qu'on dit, c'est... On se dit, oh là là, le film, il doit être un peu prêchi-prêchard, un peu fat. Un peu drama queen. Ouais. Mais en fait... Tout ça, ça passe de manière très légère parce que le film est entraînant, on sort jamais de la dramaturgie, tout ça c'est vraiment du sous-texte mais qui passe comme une lettre à la poste. Complètement, complètement. Et bah tu me tends une magnifique perche pour faire un petit lien entre la mise en scène et l'écriture parce que je veux évoquer un petit peu justement ce rapport entre les dialogues et les musiques qui est fait dans le film. Parce que c'est très difficile je pense pour une comédie musicale de parfaitement réussir à inclure les chansons pour qu'on n'ait pas l'impression que les personnages se mettent à chanter un peu pour rien. Je prends l'exemple cette semaine parce que je fais le lien avec l'actualité, mais Vaiana 2, typiquement, les chansons, on n'en a pas trop parlé avec Renan quand on a fait la vidéo, mais parce qu'en fait les chansons, les trois quarts, elles font vraiment tâche, elles sortent un petit peu de nulle part et on a l'impression que soit c'est des redites, soit c'est des trucs qui sortent vraiment du milieu, du tréfonds, du néant, et tu te dis bah, pourquoi ils se mettent à chanter. La grande justesse qu'a eu Alexis Langlois ici, c'est de faire en sorte que chaque musique soit inclue de façon cohérente dans la dramaturgie du récit. Et en cela, je ferai le lien avec Emilia Pérez qui avait un petit peu cette même logique. Les paroles et les chansons ne doivent pas venir au détriment de la structure et de la logique du récit. Et Les Reines du Drame est un magnifique exemple de comment réussir à greffer une chanson à un endroit où on se dirait « c'est bizarre, ça devrait pas aller ». Et quand tu te dis à la fin de la chanson pourquoi ils ont chanté, tu trouves une cohérence, tu trouves une logique et tu te dis c'était normal qu'ils se mettent à chanter en fait. Ouais, c'est une forme de comédie musicale qui en plus passe bien parce que c'est souvent le truc avec la comédie musicale, c'est que les gens ont du mal
à dire mais pourquoi ils se mettent à chanter, c'est ridicule. Typiquement The Greatest Showman, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent le film. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'ils se mettent à chanter, ça n'a aucun sens. Moi, ça me gêne pas, mais faut assumer jusqu'au bout, pas comme un C'est ça. certain Todd Phillips qui a fait. Non, c'est pas une comédie musicale, c'est juste qu'ils chantent leurs pensées. Oui, c'est une comédie musicale, c'est pas un gros mot. Emilia Pérez, c'est ce qu'ils font, ils chantent leurs pensées, et pourtant, c'est une comédie musicale, c'est assumé. Et là, on a une forme un peu plus, j'allais dire, un peu plus douce. C'est plus une forme qui va un peu plus justifier dans sa diégèse le fait que les personnages chantent. C'est ça. Mais ça passe très bien. Et à chaque fois, les clips sont cool, les chansons sont cool. L'ambiance est cool. L'ambiance est cool et t'as envie en sortant du film de t'écouter la BO, de danser dessus, de la chanter en karaoké, tout ce que tu veux. Quoi. Oh oui, je ne vais pas te dire le contraire. Non, moi ce que je trouve assez fun aussi, c'est que c'est un film qui est, je dirais pas fauché, mais qui est clairement un peu fait de bric et de broc sur sa base. Mais franchement, si vous pouvez faire des films de bric et de broc plus souvent comme ça, moi je valide. Hein. Parce que, bon, le film a des relents de kitsch, mais la plupart du temps c'est souhaité. Le film a des moments où on se dit, bon la vache, c'est quand même un peu baveux comme manière de mettre en scène des personnages, c'est too much. Mais tu te dis, bah, ça va avec l'esprit du film. Ouais. Et il y a plein de scènes où je me suis dit, la vache, il est très créatif. Il y a notamment une scène qui est à peu près au milieu du film où Alexis Langlois se sert d'un tournant dans la vie de Mimi pour structurer une espèce de long plan séquence en rotation. Ouais, incroyable. Qui joue extrêmement bien avec des changements de décor, avec des déplacements de personnages, avec des petits détails qui vont se déplacer. Moi perso, ça m'a presque fait penser à du Michel Gondry dans le sens, c'est du cinéma de débrouille et en même temps qui se donne les moyens pour faire en sorte que cette débrouille ne sonne pas comme grossière ou comme vraiment faite avec 3 bouts de carton. C'est vraiment, faisons un effet où les gens vont se rendre compte que c'est un effet, mais où pour autant on va se dire, la vache, c'est quand même cool d'avoir réussi à faire ça. Mais alors, du coup, 2 points, moi un truc, je me suis dit ça vers les 3 quarts du film, je me suis dit, mais ils avaient combien de budget? Parce que le film a trop de la gueule, et surtout, il y a plein de décors, il y a plein d'acteurs et d'actrices, il y a plein d'effets de mise en scène qui ont dû être super chiants à faire, il y a plein d'effets visuels qui ont dû être super chiants à faire. Je trouve ça fou, parce que ça doit être un... J'ai plus le budget exact, mais ça doit être un tout petit budget. Et si c'est 1 million d'euros, honnêtement, c'est miraculeux. Ouais. Je suis même pas sûr que ça soit 1 million d'euros. Et vraiment, il y a une inventivité et une débrouille avec les moyens du bord et pour maximiser chaque décor et vraiment les rendre les plus vivants possibles, même si on s'en fout, on avait de quoi louer qu'une seule chambre alors qu'on a besoin d'une maison, on s'en fout, on décore la chambre à donf et on trouve un truc. C'est vraiment, le film a une gueule de fou, il fait jamais cheap. Tu dis il fait kitsch, je suis d'accord, mais c'est totalement assumé. C'est là aussi où je dis que dès le début, le film vous ment pas sur la marchandise et vous dit bonjour, je ne suis pas là pour faire du bon goût, du subtil. Non, moi je suis là pour faire ça. Le titre, il a des paillettes, voilà. Et des perles, mon pote. Le générique vous annonce la couleur de suite et l'intro, voilà, où un personnage nous dit texto, si vous aimez pas ça, 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 et que vous êtes de droite, vous pouvez quitter la salle. Le film assume une tonalité très camp. Ouais. À laquelle on adhère ou pas, mais qui a le mérite d'être honnête et surtout d'être assumé. Et là-dessus, je vais faire un parallèle. Attention, cette cascade est réalisée par un professionnel, ne faites pas ça chez vous. Ça me fait beaucoup penser à Coralie Farja qui aussi, dans The Substance, est en mode je ne m'excuserai pas de faire un effet parce que oh là, c'est pas du plomb. Je m'en fous, je suis là pour faire mon effet, je le fais. Et à Gilles Lelouch, qui aussi, avec l'amour ouf, assume un peu un côté... ça déborde, il y a plein d'idées, c'est généreux, très sincère. Et moi, dans le cinéma, notamment le cinéma français, ça me plaît de voir des films qui s'en foutent en fait d'en faire trop. Qui sont là en mode, ouais, mais moi je veux être généreux, je m'en fous que ça déborde un peu, que ça plaise pas tout le monde, que cet effet soit un peu kitsch, je m'en fous. Alors bon, encore une fois, je fais le parallèle avec l'intention... On est quand même sur un délire très différent de l'amour ouf, hein. Ouais, mais c'est bien que tu cites ces exemples-là, parce que ça montre aussi que dans le cinéma français cette année, notamment dans la deuxième moitié de l'année, je trouve, hein, on a vraiment eu la démonstration, et pour le coup, je pense que Les Reines du Drame vient comme une espèce de conclusion, en fait, à ce segment. Parce qu'on a eu Emilia Pérez, on a eu L'amour ouf, on a eu, qu'est-ce que tu as cité comme autre exemple? The Substance, et on a maintenant Les Reines du Drame. Ça forme une espèce de quatuor d'un cinéma français qui voit au-delà d'une perspective classique de composition et de construction, et qui cherche, en fait, à se démarquer de la masse, en faisant un cinéma qui, comme tu le dis, est généreux, n'a pas peur de ses limites,
ne s'en fixe pas d'ailleurs, cherche vraiment à les dépasser pour soit raconter des histoires de personnages complètement atypiques, soit structurer un récit d'une certaine manière, soit proposer une esthétique qui sort du lot, soit créer simplement du cinéma comme personne d'autre ne le fait actuellement. Et Alexis Langlois, il représente cette dernière case. Faire du cinéma quelque chose de tellement neuf qu'il y en a certains qui vont dire « c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir jamais vu ça ». Alors, je vous rassure, il y a déjà eu des films dans ce style-là, mais au sein du cinéma français, et au sein d'un cinéma français grand public, parce que le film se veut avoir une vocation tout de même ouverte au grand public, bah c'est rare de voir des films avoir cette audace-là. Et en même temps, ça reste... Enfin, c'est là qu'on voit que, comme quoi, c'est possible. Il y a quand même beaucoup de références, ça fait penser à beaucoup de cinéastes. Et en même temps, on se dit, oui, mais c'est pas tout à fait comme ces cinéastes-là. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à du Greg Araki sur certaines séquences. Moi, j'étais sur Bertrand Bonello, tu vois. Ok, je vois le parallèle avec les deux, tu vois. Ouais. Greg Araki, notamment, il y a certaines séquences où j'étais en mode, j'ai vraiment l'impression de revoir Kaboom. Et en même temps, ça ne ressemble pas du tout à Kaboom. Et pareil, j'ai vu que une source qui était souvent citée, et je vois le parallèle, et en même temps c'est très différent, c'est John Waters. Oui. Pour l'humour un peu trash. Moi, j'étais aussi sur Mandico, tu vois. Ouais. En termes de visuel et en termes de manière de jouer avec les décors. J'ai presque l'impression même qu'il y a un décor qui vient du même décor que le Conan qu'il a fait l'année dernière. Possible. Donc ça serait pas étonnant. Mais en tout cas, ça me permet de rebondir sur un autre point. Le travail des décors et de la lumière, que tu avais cité un petit peu au début de la partie mise en scène qu'on vient d'évoquer, il est vraiment impressionnant. Moi je repense à une scène que tu m'as remis un petit peu en tête. C'est la scène de rupture, qui c'est pas un spoil, hein, vous en faites pas, entre Billy et Mimi. Elle est super bien foutue, elle a une vraie belle mise en scène, elle a un très joli travail de lumière et en plus de structure et de jeu avec le spectateur parce que la manière avec laquelle elle se conclut, sans vouloir révéler, c'est très drôle et c'est très ludique. Et je trouve que cette séquence-là, pour moi, cristallise cette ambition de vouloir faire un film beau, de vouloir faire un film déjanté, de vouloir faire un film qui joue avec le spectateur et de ne jamais perdre en tête que je suis une comédie musicale, donc il faut que je comprenne ça, parce que si derrière je sais pas comment renchaîner après la musique, c'est mort. Les gens ils vont sortir du film et ils vont se dire pourquoi tu t'es mis à chanter. Et voilà. La seule réserve que je pourrais émettre sur le film, moi, c'est que je le trouve un poil longué. Il y a eu un moment où j'ai commencé à me dire c'est un peu long. Je vois, en même temps je vois pas ce qu'ils auraient pu couper. Mais tu vois, c'est le grand paradoxe. C'est la sensation de longueur et en même temps quand tu arrives à la fin tu te dis bah c'est long. Alors c'est peut-être plus un problème de rythme dans ce cas-là que vraiment de longueur. Parce que je me suis fait la même réflexion, encore une fois en parallèle avec un film sorti récemment, avec The Substance, où genre la première fois que j'ai vu j'ai fait ouais, le seul défaut c'est que c'est un peu long, et en le revoyant une deuxième fois j'étais en mode ouais mais je vois pas ce que tu peux couper en fait. Alors moi personnellement dès le début j'ai fait c'est pas long. Et j'en voulais presque plus, mais c'est parce que je suis vicieux peut-être, je ne sais pas. Oui, et je voulais juste citer un dernier truc sur la mise en scène, c'est que malgré ce côté très camp, très kitsch et tout, Alexis Langlois, elle sait quand se retenir sur des effets quand c'est efficace. C'est-à-dire que il y a des moments où on va mettre des plans assez subtils, mais qui vont être soutenus derrière par une séquence, etc. Et à côté, des fois, il y a des trucs d'une simplicité et d'une force. Je pense à le moment où la relation va commencer un peu partir en couille, après l'émission. Il y a deux plans auxquels je pense. Du coup, désolé, je vais un peu les spoiler, mais encore une fois, c'est une histoire d'amour, vous savez qu'il va y avoir des hauts et des bas. Quand il y a l'émission de télé, il y a un plan où t'as Billy dans le public, et t'as Billy Shady en flou qui passe devant et qui prend sa place dans le cadre. Ce plan-là, il est très simple, tu comprends tout de suite ce qui va se passer dans la suite du film, c'est parfait. Et un peu plus tard, quand elles discutent de la chanson qu'elles veulent enregistrer ensemble, et que Mimi explique qu'elle a un emploi du temps trop compliqué et qu'elle veut leur repousser, c'est juste un très long zoom sur le visage de Billy. Oui, et c'est vrai qu'il et qui va lâcher juste une larme très que tu vois qu'à la fin, qui est très discrète. Et c'est très simple, et c'est hyper efficace. Donc vraiment, le film n'est pas non plus à faire des effets tout le temps. C'est genre, le film sait que des fois aussi, t'as besoin de te retenir, et le film sait se retenir quand c'est nécessaire. Il sait être sobre, et mettre en avant ce qu'il faut. Et attention, transition, ça permet de faire le lien avec les acteurs. Enfin, les acteurs, Rhys, les acteurs et actrices. Et tous ceux qui sont entre les deux. On va commencer par le casting secondaire qui est tout de même assez gratiné, puisque mine de rien, on a quand même Alma Jodorowsky et Asia Argento qui viennent popper un petit peu comme ça, de manière aléatoire, mais de manière très sympathique. C'est un petit peu la caution entre guillemets grand public. Je n'avais pas reconnu Asia Argento. Moi non plus. Voilà. Il a fallu que je la voie au générique pour faire
putain, Ouais, c'était oui, elle. c'est au générique que j'ai fait putain, c'est Argento. Alors qu'Elma Jodorowsky, pour le coup, on la reconnaît vraiment parce qu'elle a un rôle beaucoup plus important et elle a une présence beaucoup plus marquante au sein du récit. On va citer Louisa Hora dans le rôle de Mimi et Joe Ventura dans le rôle de Billy. Elles sont toutes les... Enfin, elles sont vraiment bien. Je les trouve très efficaces. Enfin, je trouve qu'elles ont tout... Enfin, elles ont une belle manière d'interpréter les personnages. Ils ont un truc... Le film a un truc qui peut vous refroidir un peu au début, mais je pense que c'est juste le temps. C'est comme La mer en Bretagne. Faut se mettre un peu dedans, mais une fois qu'on est dedans, ça va. Ah, la transition. Ah, incroyable. Non, mais c'est juste que... IL ont un jeu un peu étrange. Mais parce que je pense qu'on est dans cette démarche queer de... J'avais résumé ça en disant IL joue comme des drag queens. Drag queen slash drag king. Il y a ce côté très forcé sur ses intonations, très en faire trop sur son expressivité. Au début, ça déconcerte un peu. Au début, j'étais en mode oula, ça joue pas bien. Et en fait, encore une fois, tout le film est comme ça, donc au bout d'un moment, on s'y fait. Et c'est vraiment une intention. C'est pas une question de non. mal jouer, c'est une question d'intention. Et le film est juste en mode je peux pas faire un jeu d'acteur traditionnel pour le ton que je vise. Je vais les faire jouer comme ça. En même temps, j'aurais presque envie de dire, avec un titre pareil, j'aurais vu des acteurs ou des actrices jouer de manière sobre, j'aurais presque été déçu. Un film qui s'appelle Les Reines du Drame et qui a des acteurs riches qui auraient tendance à jouer dans la sobriété, dans le drame intime, etc. J'aurais fait, ouais, c'est pas ce film-là que je veux voir. Je veux voir des gens gueuler, je veux voir des gens hurler, je veux voir des gens faire des caisses, je veux voir des gens surréagir. Voilà. Si vous avez un peu peur en voyant des extraits en disant, oula, ça joue pas très bien, on s'y fait. C'est juste une question de ton du film qu'il faut accepter. C'est ça. De toute façon, encore une fois, le film est très explicite dès le début et en mode bon, soit vous rentrez dans le train, soit vous rentrez pas, mais va pas y avoir assumer. Je tiens à dire, moi en ce qui me concerne, du coup, les deux actrices principaux sont des révélations. Voilà, Joe Ventura que je ne connaissais pas du tout, qui est incroyable. Ah oui, les deux pour moi ils imposent des prestations qui sont hyper convaincantes et au-delà d'être convaincantes, qui sont très justes jusqu'à la fin du film. Enfin comme tu dis, c'est vrai que Joe Ventura pour le coup... Moi c'est celui qui me marque le plus. C'est ma grosse révélation aussi. C'est vrai que je me suis dit à la fin du film... Notamment cette deuxième partie du film en mode poufias en plastique pour le citer. et priceless. Incroyable chose. Non, priceless. Et il faut aussi citer Bilal Hassani, qui tout de même est la caution entre guillemets grand public slash YouTube du film, qui est bien. Honnêtement, j'avais très peur d'avoir un jeu trop caricatural ou trop j'en fais des caisses, je fais un petit peu une caricature, surtout au début tu vois quand ça commence et que je me suis dit oh putain il joue une youtubeuse, oh là là qu'est-ce qu'il va nous faire, ça va être catastrophique. Et en fait non, il fait office de narrateur et il le fait super bien quoi, et ça fonctionne vraiment de ouf. Et tu sens qu'il s'est beaucoup amusé. Ouais. C'est surtout ça en fait qui s'éclate et tout. Et en même temps, j'ai lu une interview. Il s'est beaucoup amusé, mais il a pris le rôle au sérieux. C'était pas genre je m'en bats les couilles et tout. Genre, notamment, il expliquait que pour lui, le personnage était très solitaire et que donc il avait fait l'effort de, même si apparemment ils se connaissent tous plus ou moins dans la bande. Il avait fait l'effort de, pendant le tournage, de s'isoler un peu, justement, pour être plus dans l'état du truc. Donc, il a abordé le rôle très sérieusement. Je sais que quand c'est une célébrité, que c'est vraiment du cinéma qui vient jouer, on est tout le oh là, quand même. Surtout YouTube et le cinéma, c'est une très mauvaise histoire quand même. Hein. Là, vraiment, il est bien, il est dans son rôle, il est drôle, il a des très bonnes répliques. On n'a pas besoin d'écriture, il y a des pures répliques. Ah, il y a des punchline. Hilarantes. C'est quoi déjà? C'est un truc du genre, c'est pas avec les boutons du haut que tu vas faire venir les puceaux, ou un truc comme ça. Il y a une réplique comme ça à un moment, il y a plein de répliques parfaites, notamment ce point de bascule au milieu du film où Bilal Hassani fait une intervention qui est très drôle. Il dit attention, ce qui suit va être dramatique. C'était une époque sombre pour les coupes de cheveux et on enchaîne sur le suite de récit. Et enfin, ouais, il est très bien. Du coup, juste pour revenir sur le duo principal, Louisa Hora est très bien aussi. Moi, elle marque moins parce que c'est moins le genre de performance qui m'éclate, mais elle est très bien. Elle fait passer beaucoup de sincérité et de détresse dans le personnage de Mimi, notamment encore une fois dans cette deuxième partie. Ouais, bah oui. Et en plus, ils ont tous des looks incroyables. Ah oui, gros taf de costume. Gros big up aux costumiers et costumières. Du swag partout. Fait un truc de ouf, clairement. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens des Reines du Drame? Pas touche, pas touche. Si tu veux ma bouche, prends d'abord mon cœur. Oui, donc les chansons, déjà, au cas où c'était pas clair. Et bah surtout, j'en retiens un futur film culte, hein, très honnêtement. J'en retiens une vraie liberté, une fraîcheur, une sincérité. Un film qui
à l'instar de la comédie auquel il se veut un hommage, ne s'excuse pas d'être comme il est. Et pour ça, putain, Et heureusement. et ça c'est le cinéma. Voilà. Genre, pour moi, c'est ce que en fait, je vais retenir, je vais retenir ça, je pense, de l'année ciné 2024. Des films qui assument de prendre à bras le corps des sujets pas forcément très nobles, enfin, ou qui sont considérés comme pas forcément très nobles, et qui assument un premier degré et une sincérité. Et putain, moi, ça me fait un bien fou de voir ça. Je retiens aussi un film qui s'inscrit un peu dans un renouveau du cinéma pop enfin, j'ai pas pu le faire dans l'écriture, je le fais maintenant, je dévie un peu. Le film me rappelle beaucoup un film qui est sorti qui s'appelle Gloria, qui est un film italien, qui aussi réutilise la musique pop. Bon, Gloria c'est plus dans un délire d'émancipation des femmes, du coup la musique c'est plus dans un délire queer, mais qui réinvestit ce patrimoine là qui est un peu à l'instar de soap opéra, un peu méprisé en mode oh, c'est un peu de la sous-culture, et qui redonne une force subversive à cette musique là. Et ouais, enfin, je pars dans tous les sens, mais parce que le film lui-même donne envie de partir dans tous les sens, et on a envie de faire des parallèles avec d'autres films en même temps de dire ouais non le film ressemble qu'à lui. Et ouais, je retiens des Reines du Drame, un truc qui s'inscrit dans cette année 2024 qui nous a réservé beaucoup de pur kiff de cinéma en fait. De films, on est heureux, on a envie de danser en sortant de la salle tellement c'était cool quoi. C'est ça. Non, bah, je vais totalement te soutenir. Ça, bah, déjà, allez le voir, pour le croire. Pour croire qu'on peut faire du cinéma comme ça. Pour croire qu'on peut faire du cinéma pas comme n'importe qui. Vraiment faire un cinéma différent et oser proposer du cinéma qui... Et avec pas forcément des moyens de fou. Non, et encore une fois, ouais, mais de toute façon, c'est de manière globale, depuis quelques années, on a une vraie démonstration que si tu as une bonne idée et si tu veux l'exploiter au maximum, t'as pas besoin d'avoir un budget de dingue. Certes, forcément, il y a des auteurs qui sont privilégiés parce qu'ils ont l'opportunité de pouvoir laisser libre cours à leur délire, mais... il y a des exemples cette année qui nous ont prouvé que avoir beaucoup de thunes et faire un délire très personnel, bah des fois ça marche pas. Et par contre, avoir peu de budget et avoir une idée concrète, une ambition claire et surtout une envie de faire du cinéma quelque chose qui nous appartienne et qui soit propre, et bah ça fait que par exemple Les Reines du Drame, c'est vraiment un film à part. Pour moi, ça va être un des films que je vais garder dans mon top à la fin de l'année où je vais dire, celui-là, je suis heureux de le mettre parce que c'est vraiment un film qui détonne, qui sort du lot. Et qui me fait du bien, qui me fait juste du bien. En sortant de la salle, on est heureux d'avoir vu le film. C'est ça. Vraiment, sincèrement. C'est un film qui donne le smile, c'est un film qui nous fait traverser beaucoup d'émotions, c'est un film qui passe son temps à nous vomir, mais alors plein de belles choses à la gueule, et à la fin on est content de se badigeonner avec ce vomi et de se dire oh oui, vas-y, c'était nickel, vas-y, encore un petit peu sur ma belle peau douce. D'où le rapport avec The Substance. mais encore une fois, c'est la générosité qui fait le cinéma. Et je pense qu'aujourd'hui, si on devait retenir un truc, c'est que la grande force des Reines du Drame d'Alexis Langlois, c'est qu'il est généreux et qu'il n'a pas peur d'être trop généreux. C'est un buffet, mais un buffet à volonté plus. Et ça fait du bien. Et donc allez le voir, vraiment. Je ferai le rapport, juste pour terminer, avec deux films sortis cette année qui sont Drive Away Dolls et Love Lies Bleeding, parce que c'est d'autres films sur des romances lesbiennes. Et si vous trouvez que Drive Away Dolls et Love Lies Bleeding c'était un peu barré, vous allez voir Les Reines du Drame, c'est un autre level en termes de barré, et c'est pour ça que c'est trop bien. Et du coup je trouve ça marrant qu'on a un peu cette espèce de trilogie pas officielle qui est sortie cette année avec Drive Away Dolls, qui est pour moi clairement le plus boiteux du lot. Ah bah c'est même le... C'est pas très bien Drive Away Dolls. Non, Drive Away Dolls c'est la personne avec les béquilles, Love Lies Bleeding c'est la personne qui court un marathon, et Les Reines du Drame c'est celle qui fait le tour du monde. Oui. Voilà. Ouais, c'est un bon résumé. Voilà. Clairement on est là-dessus. Et ouais, non, vraiment, notamment, je sais pas s'il y en a dans le public, mais s'il y a des gens qui trouvent, ouais, il n'y a pas assez de représentation de personnages queer, etc., allez soutenir ce genre de film. Parce que c'est grâce à ça que vous aurez d'autres cinéastes qui vont pouvoir se dire, on peut le faire, parce que celui-là a marché. Donc disons que si vous voulez un petit changement dans le cinéma français, qui donnera un autre gros changement, puis encore un autre, Les Reines du Drame d'Alexis Langlois, c'est un film à soutenir. Et là, pour de vrai. Pas juste pour se faire plaisir, vraiment pour de vrai. Mais vous allez vous faire plaisir aussi. Hein. Exactement. Merci mon cher Colin. Mais de rien. Je sais pas quand est-ce qu'on se revoit, Je sais pas. mais j'espère vite. Ah, sûrement pas pour un truc aussi bien que ça. Oh, ça risque pas. Ou alors, il faudra vraiment que ce soit un step au-dessus. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. Pas touche, si tu veux ma bouche, prends d'abord mon cœur, ou reste sur la touche.